La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui n'a vraiment rien préparé. Coucou les gens pour ce deuxième enregistrement de la soirée, et peut-être le premier que vous écoutez depuis 15 jours si vous ne nous écoutez pas en live sur Twitch. Nous avons préparé un programme alléchant, et si vous nous écoutez en live sur Twitch, surtout peu de mise en valeur de nos propos, car il n'y a que ma caméra, il n'y aura pas d'image des bandes dessinées dont nous allons parler, car je n'ai pas eu le temps de les faire. Bref, vous allez avoir des caricatures de nos têtes, mais vous avez de la chance si vous nous écoutez en podcast, car vous pouvez passer à côté de tout ça. Quelle chance incroyable! Les caricatures que vous pouvez voir sont celles de Thio. Salut Thio. Bonsoir. Celle de Tizak qui ressemble à un Muppet. Oui, bonsoir, le Muppet, oui. Et le petit Grut représente Guillaume. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui dans notre... Bonsoir, Grut. Bonsoir Grut. Non, c'est Gru, pas Grut. Oh. Je suis Grut. Le programme, un petit passage sur le net, où nous allons nous parler d'un petit crowdfunding qui va bientôt finir, donc pressez-vous, et d'une petite lecture en ligne. On enchaînera avec les chroniques de Géante, Raven, Anaïs Nin, jusqu'au dernier, les tomes 2 et 3 du Daredevil de 2019 par James Zdarsky, je sais plus où on en est des numéros, c'est trop compliqué à suivre, le tome 5 de Zombillenium, le tome 2 de l'Âge d'Or, et les 3 tomes de Elric qui sont sortis chez Glénat. C'est un programme super alléchant, et nous finirons en jetant un œil sur un truc qu'on a lu, qu'on a vu, dont on a entendu parler vaguement, et qu'on trouve que c'est trop cool et qu'il faudrait qu'on en parle. Et comme on vous l'a dit, on n'a vraiment rien préparé. Je vous laisse, chers collègues, le soin d'y réfléchir d'ici la fin de l'émission, d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Bref, nous pouvons tout de suite nous lancer à fond les ballons sur notre online. Et mon cher Thio, tu vas nous parler de la BD du cycle d'Alamander. Oui. D'accord, super. Et ben c'était vraiment très sympa de ta part. Nous pouvons... C'est parce que j'étais très très occupé à jouer avec Tizak, c'est pour ça. Ils sont en train de jouer à leur jeu Star Wars, les connards. Encore plus con que ça. Alors donc, Alamander, la bande dessinée, donc... pardon, excusez-moi. Voilà, je m'y remets. Donc, Alamander, donc, de JF Marco, JF de Marco Dominici et de Andrea Celestini à la couleur. Alamander, en fait, est une bande dessinée qui est inspirée donc justement de la série du cycle d'Alamander de Alexis Flamand. Alexis Flamand, qui est un auteur en fait de romans, mais qui est aussi un créateur de jeux de rôle. Peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu le monsieur. Il a travaillé sur l'élite, il avait fait aussi, je crois, un peu de... je vais retrouver. De l'appel de Cthulhu, il me semble. Il a travaillé chez Black Book pour la création de jeux de rôle. J'étais déjà plus rôliste à l'époque. Ouais, bah écoute, c'est voilà, un peu ancien, quoi. Donc, qu'est-ce qui est cool, en fait, dans notre cher Alamander, en fait, c'est qu'on va avoir... Alamander, c'est un enquêteur qui se retrouve avec des créatures assez... qui enquêtent dans un monde magique assez drôle. Voilà, pour faire simple. La BD va sortir, ça doit être normalement en 3 tomes, si je me trompe pas. Parce que là, du coup, je vous avoue qu'après avoir joué avec Tizak, j'ai un peu perdu le fil de ma préparation. Donc la BD, voilà, fera environ... On est en train de faire une émission de merde, hein, je vous préviens tout de suite. Non, mais là, c'est surtout en fait pour le monde de... Alors, je n'ai toujours pas lu le cycle d'Alamander d'Alexis Flamand, mais un ami m'en a dit que du bien. Donc du coup, c'était dans ma liste de lecture. Et quand je vois que là, ils font de l'adaptation en BD, je me dis peut-être que je vais gagner du temps dans ma vie et je vais passer directement à l'adaptation en bande dessinée du cycle d'Alamander plutôt que de le faire en roman.
mais c'est un univers qui est très très riche et qui est super intéressant. Vous pouvez même aller sur... il y a un site alamander.fr qui vous explique plein de choses dessus, c'est très très sympa. Et visiblement de voir justement tous les monstres qu'on a dans l'univers, c'est un bon truc. Du coup, pour 20 €, vous avez la bande dessinée. Et le petit truc en plus, c'est pour... Ah, j'y arrive. Pour 49, vous allez même avoir donc du coup des petits bonus en plus avec je trouve que le truc top, c'est que vous avez le tampon collector quand même qui dit que c'est un collector. Waouh. Non, t'as la BD collector numérotée avec le tampon édition collector, mais t'as aussi une reproduction de la couverture en A4, un petit livret A5 avec des dessins justement de Marco Dominici qui détaille un peu plus l'univers d'Alamander. Mais le petit tampon, je trouve que c'est le petit truc en plus, quoi. Voilà. À toi, monsieur le dictateur, pour nous parler du reprobateur. Le réprobateur est une bande dessinée qui nous parle d'un métier qui n'existe pas, le métier de réprobateur. Le réprobateur, c'est quelqu'un qu'on embauche pour être derrière nous toute la journée et nous réprouver. Pour nous dire que ce qu'on fait, c'est pas terrible, qu'il faut qu'on fasse attention. C'est une bande dessinée de François Coulon et Hélène Moreau. Et ça part d'un sujet assez étonnant. Ils ont imaginé une profession avec ses codes, ses échelles, les mecs, ils ont leurs uniformes. Et genre, un des premiers clients qui vient voir le réprobateur, qui est le héros de cette série, et il lui dit qu'il aurait besoin de quelqu'un pour lui dire d'arrêter d'essayer de se taper ses secrétaires, en fait. Et donc il l'embauche, je lui dis d'accord, je serai là. Et le gars il est là, il est derrière lui, il le regarde dès qu'il regarde une secrétaire de travers. C'est le mec qui est là pour te regarder de travers quand tu vas faire quelque chose de mal. D'autres clientes qu'il va avoir, c'est des jeunes filles qui peuvent pas s'empêcher d'aller acheter des trucs dans les magasins. Sauf que lui se retrouve pris au milieu d'une affaire un peu sérieuse, c'est une prise d'otage. Et comme il est le seul réprobateur agréé, enfin c'est le plus proche, on l'envoie pour aller négocier sur cette prise d'otage. Et donc il réprouve le gars qui est en train de braquer, qui est en train de faire le braquage, quoi. Et il arrive à le faire sortir. Et là, il devient un peu la star des médias. Et c'est là qu'on va suivre comment ça va évoluer. C'est complètement débile, mais c'est traité avec sérieux, ce que je trouve assez étonnant. Parce que les personnages parlent comme si c'était du vrai, mais les propos sont cons parce que ça part d'une profession un peu absurde en fin de compte. Et enfin, j'ai trouvé ça super sympa et super drôle. Et c'est une très bonne critique. C'est plein de... Voilà, par exemple, Michel Ledru-Rivet, vous êtes engagé au cœur de la cité et vous avez réprouvé le citoyen lambda, mais aussi de nombreux gauchers. Ils ont beaucoup à nous apprendre, non ? Tu vois, voilà. Donc, le gars, c'est son travail, il fait de la réprobation de tout. C'est complètement débile. Moi, je trouve ça très très drôle et je vous le recommande. Donc, c'est dispo en ligne, en prépublication en ligne. C'est gratos. C'est super cool. Oui, Voilà. c'est vraiment gratos, ouais. Je viens de lire la première page, là, c'est gratos, effectivement. Quoi ? C'est drôle. Écoute, je suis tombé sur deux bulles au hasard. 20 ans de mariage, vous entendez ? Avec la même en plus. Il enchaîne. Le problème avec les femmes, c'est qu'elles sont partout. Et dans la salle d'attente, il y a que des gonzesses. Oui, c'est gratuit, oui. Voilà, mais... Effectivement, j'aime bien, c'est très con. Voilà. Je te recommande, si t'as l'occasion, jette... Hein ? Il y a presque un petit côté grosse tête. Hein. Ah, c'est un peu plus fin, parce que justement, ça exagère les traits, mais ça ne... tu reconnais des trucs que tu vois dans les médias, en fait. C'est ça qui est assez horrible. C'est... Ouais, bien voilà. RTL, ouais, ça s'appelle les grosses têtes. Ouais. Bon, on va pouvoir passer à la suite et à nos chroniques. Et c'est encore moi qui commence en vous parlant de Géante. Alors, hein ? Tu disais ? Tu es trop fort. Ouais, je sais, j'enchaîne comme un malade. Géante, une bande dessinée de Jean-Christophe Devenay et de Nuria Tamari chez Delcourt pour 27,95 €. Géante apparaît comme un très gros album, un album presque digne de Tizak. Un beau pavé qui ressemble à une sorte de conte de fées avec sa belle couverture enluminée. Et on va suivre l'histoire d'une
d'un bûcheron qui se balade, entend un cri et trouve un bébé, mais un bébé comme il n'en a jamais vu, un bébé géant. Il décide de l'adopter, car il n'a que des garçons, et que c'est une fille. Donc il a 6 garçons, il adopte une fille géante, jeune fille qui va grandir et qui va commencer à chercher sa place dans cette famille, où chaque enfant a un caractère bien différent, jusqu'à suivre un homme qui lui fait la promesse de retrouver des gens comme elle, et l'arnaquer, ce qui va provoquer une série de conséquences qui vont amener cette jeune femme à se chercher, à chercher sa place dans la société, à chercher à s'y adapter, en ayant à chaque chapitre une nouvelle pérégrination, de nouvelles rencontres, et dans un univers imaginaire qui est vraiment intéressant. C'est une BD sur la condition de la femme, globalement, en insistant sur le fait que c'est une femme qui en plus n'est pas adaptée au monde du fait de sa grande taille, et qui va à chaque fois traiter de comment est-ce qu'une femme peut trouver la liberté d'une façon ou d'une autre. Par exemple, elle va tomber sur un peuple d'Amazon, elle va tomber sur des gens qui exploitent les femmes, enfin, etc. Enfin, c'est vraiment... on est vraiment dans le conte initiatique, avec un dessin que j'ai trouvé superbe, avec des tons pastels, des traits d'une douceur, et une mise en forme magnifique, qui rappelle vraiment ces vieux contes, et qui en plus pose des vraies questions sur le sur le monde. C'est un très 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 bel objet. J'ai passé un très très bon moment à le lire. Je ne peux que le recommander, parce que c'est beau, tout simplement. Et nous allons laisser la parole à Thio, car il me semble que tu es le seul de la troupe à l'avoir lu. Exactement. Ça veut dire que là, du coup, on est à. J'ai le pouvoir entre mes mains, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Ouais, j'ai senti le truc quand même. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un gros bouquin. Clairement, Géante, c'est un très très gros bouquin. Et je dirais, je l'ai pas lu d'un coup, mais pour autant, je l'ai lu quand même très vite. Et pourtant, c'est un gros pavé, tu vois. Mais je pourrais pas te dire exactement toute la narration. Tu vois, te raconter toute l'histoire. Il se passe beaucoup de choses. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et pourtant, j'ai pas eu de lassitude. J'ai pas eu de moment où toi, tu rebaisses en tension, où il y a des moments qui sont plus intéressants que d'autres, il y a des moments qui sont un peu plus mous. Mais pour autant, ça t'enlève pas de l'intérêt pour la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves dans Géante à la faire donc le voyage un peu dans le monde entier. Du coup, c'est cool parce qu'à la fin, en fait, ils te mettent enfin la carte du monde que tu demandes en théorie au maître du jeu au début, pour te dire à quel endroit se déroule chacune des parties de la. Elle n'est pas au début ? Elle n'est pas sur les deuxième et troisième de couverture ? Enfin, il me semble. Oui, mais ça, je le regarde jamais en fait quand je l'ouvre. Je passe directement à la première. Donc pour toi, c'est à la fin alors que c'était déjà au début. Tu vois, tu t'es fait avoir. Ouais, mais moi, du coup, je l'ai eu à la fin et j'étais très content de l'avoir parce que j'ai pu retracer un peu son parcours. C'est un très joli conte sur la liberté en fait et sur comment tu peux l'atteindre et comment chacun la voit. Je me suis régalé à le lire Géante. Franchement, je l'ai fini ce matin et c'était un très joli moment en fait. Tu passes un truc un peu hors du temps, hors de tout, mais voilà, tu ressors. Moi, j'avais un peu la banane en fait. J'ai été très embêté parce que j'ai trouvé le bouquin superbe et je me suis posé la question de s'il était adapté à ma fille, sachant qu'il parle de sujets parfois très féminins, on va dire. Ça parle un peu de sexualité, de la découverte de son corps, etc. Mais c'est fait d'une façon tellement belle que je me dis que je sais pas, tu vois, j'ai un peu le cul entre deux chaises à savoir si ma fille de 9 ans pourrait le lire. Je sais pas, toi, si t'aurais un avis là-dessus. Je pense pas, je pense que c'est un peu tôt encore. Voilà.
Voilà, il faut Parce lui qu'elle donner- passerait à côté de trop, elle passerait à côté de trop de choses. Oui, c'est Et puis probable. il y a plein de trucs il y a plein de trucs qu'elle comprendrait pas et du coup c'est les interrogations, si tu veux, je pense ça te briserait, on va dire, la narration. Parce que du coup, elle s'arrêterait sur des détails qui en sont pas. Oui, effectivement. Tu vois ce que je veux Bref, dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Bref, voilà, moi, j'y mettrai un coup de cœur. Je crois que nous sommes les deux seuls à l'avoir lu, donc c'est toi c'est Et toi. je te rejoindrai là-dessus. Voilà, donc c'est Géante de Jean-Christophe Devenay de Nuria Tamarit chez Delcourt pour 27,95 €. Et franchement, c'est un gros bijou. Voilà, j'allais dire un petit, mais non, c'est vraiment un gros bijou. Nous allons tout de suite pouvoir passer à la suite avec Raven. Et je vais même mettre un jingle parce que moi je suis un mec comme ça. Donc, qu'est donc ce Raven? Alors Raven, donc une bande dessinée donc de Mathieu Laufrey qui, après avoir dessiné et co-scénarisé Long John Silver, je pourrais dire que Mathieu Laufrey part en solitaire à la chasse au trésor, tu vois. C'était pour le petit jeu de mots, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, personne n'écoute en fait. Je crois que tout le monde s'en fout ce soir. Non, tu vois, t'as des Merci, applaudissements et Isaac. tout. Voilà. Ah merci, ouais. Non mais je préfère encore, tu vois, le petit rire gêné de Guillaume, c'est mieux en fait. Ah, j'ai essayé d'imiter un ronflement, désolé. Ah, mince. Alors, donc pour le pitch, on est en 1666, l'année de tous les dangers, je pense, dans la mer des Caraïbes. Raven, pardon, est un pirate téméraire, on va dire, assez couillu la carotte, mais qui, en fait, son nom peut-être l'indique, bah, c'est le mec qui est le mec de la loose, quoi. En fait, bah, il va pouvoir monter à l'abordage d'un vaisseau tout seul, dézinguer tout le monde, et en fait, en jetant son cigare à la fin, il le balance sur une poudrière. Voilà, et le bateau pète. Voilà, tuant tout le monde sauf lui. C'est ça, c'est exactement Raven en fait. Et donc du coup, dans ce serial Loser, il va y avoir après il va rencontrer la pirate, Lady Darkseid, qui est bah, justement la plus incroyable, la plus dangereuse des pirates du secteur. Et ils vont se retrouver en concurrence tous les deux sur une carte au trésor le trésor perdu de Chichen Itza. Et ils vont devoir tous les deux essayer de lutter pour essayer de savoir qui va pouvoir le trouver en premier sur l'île de la Morne au Diable. Alors, juste pour savoir, parce que tu parles de loose, etc., ça va l'air drôle, mais t'as dit Chicken Itza ou Chichen Itza? Chichen Itza, excuse-moi. Voilà, Chicken, ça aurait pu être drôle. Mais non, parce que Chicken Itza, je me suis dit, hey, il y a des clins d'œil à El Polio Diablo dans Monkey Island, tu vois. Tu vois, non, pas du tout. Ok, on n'est pas dans ce genre de truc. Non, ok. Ou dans le flic cannibale aussi, mais non plus. Tony Chu. Tony Chu, ouais, chercher le nom, merci. Donc là, Mathieu Laufrey, donc c'est inspiré d'une nouvelle de Robert Howard, donc le papa de Conan, mais là, du coup, je connais pas la nouvelle, hein, donc je sais pas combien c'est fidèle ou pas du tout. Pour ma part, la structure narrative de Raven, j'ai été un peu décontenancé parce qu'il effectue en fait plein de petits sauts temporels. Et je sais pas si je commence à me faire vieux, mais ça m'a un peu perturbé en fait. J'étais plus dans le plus raccord avec la timeline, quoi. Donc du coup, ça m'a un peu dérangé. L'histoire pour l'instant reste quand même assez classique. On est sur un truc de pirate. On a la mission qui est proposée dans une taverne par le gouverneur, la poursuite qui va se faire ensuite, les différents événements. Rien de bien folichon, mais ça reste très divertissant. Les personnages sont aux couleurs. Darkseid, franchement, la pirate, elle a trop la classe. Les dialogues sont quand même très sympas. Graphiquement, c'est très beau. Les doubles pages de Mathieu Laufrey. C'est Mathieu Laufrey, quoi, je veux dire. Voilà, mais c'est graphiquement. Disons, mais c'est toujours le problème du dessinateur qui va se mettre à faire ses scénarios. Tu te dis, bon, il va faire quelque chose de beau, c'est sûr, mais. Alors, je dirais que pour l'instant, c'est une très belle BD, mais je vais attendre le prochain tome pour me prononcer sur le fond. Est-ce que le fond a rattrapé la forme? Pour l'instant, c'est pas original, c'est divertissant, c'est bien mené. Maintenant, j'attends le petit plus sur le tome 2 pour me dire, ok, il y a le dessin, mais il y a aussi le scénar.
Mon cher Votre avis. Guillaume. Ben, en gros, un peu le même avis que Thio, finalement, quoi. C'est beau, c'est divertissant, mais en fait, ça a un côté limite cousu de fil blanc, quoi. Donc, ouais, voilà, les personnages sont chouettes. Au moins, il a plutôt bien réussi ces deux protagonistes, là, parce que les autres à côté sont parfois plus légers. Mais ouais, c'est ça. J'attends de voir pour savoir si je vais faire ouais, c'est bien, j'aime bien et continuer à promouvoir ou si je vais laisser bof quoi. C'est 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 un premier tome de dessinateur qui se met à scénariser. Voilà, je pense qu'il faut qu'il trouve ses marques en tant que scénariste, qu'il arrive à étoffer son récit et sans forcément trouver un truc hyper original ou à raconter, mais qu'au moins on y croit un peu plus, quoi. Voilà, mais après, c'est l'eau frais, c'est vrai que c'est super beau. Oui, voilà, c'est toujours aussi Et magnifique, pas je grand chose de suppose. plus. Eh bien, merci pour cette fantastique chronique. Nous pouvons passer à la suivante. Et c'est Isaac qui va nous parler d'Anaïs Nin de Léonie Bischoff chez Casterman pour 23,50 €. Absolument. Un Donc, petit pavé, tout hein, petit franchement, c'est un peu décevant. Il y a à peine plus d'une centaine de pages. Franchement, moi, tu m'as déçu. bah, tu vois, tu viens de me faire la même blague que ce que j'étais en train de faire. Je dis un petit livre d'à peine 192 pages. Voilà, c'est un petit format. Donc, bien sûr, tout le monde connaît Anaïs Nin. Pour ceux qui ne connaissent pas, petite séance de rattrapage. Anaïs Vas-y, je pense. Hein. Comment? Vas-y, parce qu'en fait, avant l'avoir lu le bouquin, je la connaissais pas. Pareil. D'accord. Ah oui, d'accord. Bon, ben donc voilà. Donc séance de rattrapage. Elle est née en France, à Neuilly. Elle est morte à Los Angeles. Elle a des origines extrêmement mélangées puisque papa était d'origine cubaine, mais maman franco, je sais plus quoi, danoise ou quelque chose comme ça. Ses parents se séparent. Elle suit maman à New York. Et tout au long de sa vie, en fait, elle va rédiger des carnets intimes et elle fera partie des premières, pour pas dire la première auteure à explorer la littérature érotique et à avoir énormément de relations amoureuses avec des gens en vue, des auteurs en vue. Donc voilà, elle a ouvert la voie à la bisexualité féminine de façon littéraire et explicite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits, et notamment les esprits féministes, par son ouverture d'esprit et puis sa facilité, ou facilité façon de parler en tout cas, son envie de mettre tout ça couché sur papier et d'en parler. Et donc on a une adaptation pas tout à fait fidèle, un petit peu libre, qui nous est proposée par Léonie Bischoff. Et donc, on va partir du moment où Anaïs Nin s'installe à côté de Paris, à Louvciennes, avec son mari, donc son premier mari, Hugo Guiller, qui au départ a une âme d'artiste, mais qui très rapidement la perd au profit d'une carrière dans la finance et dans la banque, chose qu'elle lui reproche un petit peu quand même, parce qu'elle s'ennuie du coup dans sa vie de tous les jours. New York lui manque en plus. Et donc, cette espèce d'oisiveté et de perte de contact du monde artistique lui pèse. Et bien, elle va rencontrer Henry Miller et sa femme. Et puis, à partir de là, il va y avoir tout un tas d'ouverture dans sa vie à la sexualité, chose qu'elle n'avait pas du tout fait jusqu'à présent. Et son introspection personnelle qu'elle a ensuite couchée sur papier ouvrira la voie en tout cas à d'autres personnes. Et là, en tout cas, on est dans l'introspection et dans une forme de biographie pas tout à fait fidèle, mais quand même, qui est pas mal du tout. Et on nous explique un petit peu, Léonie Bischoff en tout cas nous explique un petit peu les pérégrinations psychologiques de cette grande dame. Alors, grande dame parce qu'elle est pionnière, mais au final, si on voulait voir les choses par un autre bout de la lorgnette, on pourrait simplement dire que elle a découvert sa sexualité et elle s'est plongée
à corps perdu là-dedans, dans sa sensualité aussi, puisque elle a notamment beaucoup travaillé le tango pour apprendre à connaître son corps et à gérer son corps et à ressentir son corps. Et bien, tout ça, j'ai trouvé que c'était assez bien décrit, assez bien raconté par Léonie Bischoff. C'est très beau, un dessin un petit peu naïf, mais assez joliment réalisé au crayon multicolore. C'est frais, c'est doux, il y a beaucoup de blanc. Mais quand ensuite on va envoyer de la couleur, elle fait aussi. Ça semble assez enfantin au premier regard, mais malgré tout, il y a de la sensualité. Et puis quand elle est dans des situations plus oppressantes ou dérangeantes, le trait arrive à s'adapter à la situation, à nous faire ressentir tout ça. Et donc même si on est sur quelque chose qui pourrait être gentillé, ça ne l'est pas forcément. Et voilà, il y a de la volupté, il y a de la délicatesse, il y a des moments d'oppression. C'est bien retranscrit. Voilà, donc portrait d'une femme qui est une femme libérée, qui est à la recherche d'elle-même, de ses propres expériences, de sa personnalité, de sa sensualité. Et c'est ce que l'auteur arrive assez bien à nous transmettre, à nous transcrire à travers donc cette écriture de ses journaux intimes. Je dis ses journaux intimes parce qu'elle en écrivait plusieurs en parallèle. Il y en a eu plusieurs sur toute la durée de sa vie, puisqu'elle a écrit ses journaux intimes jusqu'à sa mort. Mais là, dans l'œuvre qui nous est présentée, elle nous montre bien qu'elle en écrit deux en parallèle, un pour son mari, on va dire, qui est censé être son vrai journal intime. Et quand son mari le lit, mais il est plus ou moins rassuré. Et puis elle a un deuxième journal intime, celui qui pourrait être classé X, entre guillemets, et qui correspond plus à ses réelles introspections, à ses réels désirs et à ses réels questionnements. Donc voilà, pour moi, c'est une jolie réussite, c'est tout en délicatesse et c'est bien réussi. Mon cher Thio. Alors, donc, comme je disais, je ne connaissais pas du tout Anaïs Nin avant que tu ne me donnes ce livre. J'ai trouvé le côté tant pis ou tant mieux, oui. Alors, j'avoue que j'ai trouvé ça plus intéressant que Kundera quand tu me l'avais refilé il y a quelques années. Mais ça, c'est une pique gratuite que je continuerai. Voilà, c'est gratuit. Une nuit à Rome avec Kundera. Alors, si on devait faire une sorte de niveau, je dirais que Kundera était quand même plus intéressant qu'une nuit à Rome. Mais après, c'est quand même. Voilà, enfin bon. Donc, j'ai découvert Anaïs Nin à ce moment-là. Tu découvres du coup une histoire qui est quand même, je trouve, très, très intéressante, parce que je trouve que tu as mi-chemin entre le récit biographique et de la psychanalyse, quoi. Oui, tout à fait. Tu te retrouves dans un questionnement. En fait, tu suis le questionnement en fait, d'Anaïs Nin tout au long de sa vie, tout au long de ses rencontres et de ses découvertes. J'ai trouvé que voilà, au niveau du dessin, c'est pas foufou, mais c'est très efficace pour ce qu'elle nous amène. On n'est pas sur un dessin réaliste, clairement, et on est sur quelque chose qui est un peu plus rond. T'es pas sur la beauté des corps, mais pour autant, il y a une certaine sensualité qui se dégage du dessin. Et le récit, c'est un journal, donc tu vas suivre toute sa vie. Je suis toujours impressionné, je trouve, de la qualité, de ces espèces de centaines de vies différentes que les gens ont pu avoir dans ces années, dans ce XXe siècle. Quand on avait rencontré certains auteurs de bande dessinée où tu découvres que les mecs, ils ont été cow-boys, puis maçons, puis assistants sur des films. Enfin, tu te dis, mais les gars, vous avez eu combien de vies, quoi. Elle, c'est un peu pareil. Je crois qu'elle a rencontré, tu rencontres plein de personnes différentes, des auteurs, des écrivains, des artistes, et c'était des vies, je pense, qui étaient quand même super riches et super éclectiques, quoi. Et je suis assez admiratif, voilà, de cette façon de vivre sa vie à ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Elle a réussi à profiter de la liberté alors qu'elle aurait pu être tout à fait enfermée dans son rôle de petite femme bourgeoise classique. Et c'est ce désir de liberté, elle a réussi à le faire éclore et à en faire profiter aussi les autres en l'écrivant et en le publiant. C'est ça. Moi, j'ai passé un bon moment quand même avec Anaïs Nin. J'avoue que j'ai été assez surpris, mais agréablement surpris.
Ouais, je suis à la limite du coup de cœur, mais il manque un petit truc pour le coup de cœur. Voilà. Mais c'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Vous n'avez pas parlé de cette putain de technique du dessin au crayon multicolore. Ah, mais c'est très beau, hein. Qui est une technique, mais de malade. Le dessin, il est impressionnant. La Ouais, c'est très... narration, c'est. Il y a des. Voilà, oui, quand tu vois les premiers dessins de Tango où tu as juste les esquisses, etc., au crayon multicolore. Enfin, le dessin, il est bluffant qu'il en peut plus. Je sais pas comment techniquement est-ce que tu peux réussir à maîtriser ce type de crayon à ce point-là. C'est magnifique. Et je vous rejoindrai un peu sur cette histoire qui est très intéressante parce qu'on la replace dans un contexte, dans une époque, où il y a ce côté psychanalyse, où elle a une certaine... on sent qu'elle a une culpabilité parce qu'elle elle a un époux au top, globalement. Mais qu'elle ne se retrouve pas, qu'elle est coincée, qu'elle sait pas où elle va, qu'elle... euh, voilà, non, c'est un beau livre. Effectivement, il manque... Après, c'est peut-être aussi parce que je manque d'empathie pour le personnage. Je vous rejoindrai un peu sur peut-être le non-coup de cœur, on va dire. Euh, mais c'est un très beau portrait et c'est magnifiquement dessiné. Voilà. Donc Anaïs Nin de Léonie Bischoff. C'est aux éditions, c'est chez Casterman, il me semble, je l'ai déjà dit. Et c'est super à la cool. Nous pouvons passer tout de suite à la bande dessinée suivante. Bande dessinée suivante qui est Jusqu'au dernier. Mon cher Guillaume, tu vas nous parler de cette BD de Jérôme Félix, Paul Gastine chez Grand Angle pour 17,90 €. C'est ça. Du coup, jusqu'au dernier, ça a déjà l'énorme avantage d'être un one-shot, ce qui est assez plaisant dans ces périodes où on n'a pas forcément envie de se lancer dans des grandes séries. On est dans un western, avec voilà tout un tas de codes du western connus mais très bien utilisés. Et là, voilà, le personnage central, dont j'ai oublié le nom, hein, je suis désolé. On fait tous ça. Et sur sa dernière virée, en fait, c'est un cow-boy au sens premier du terme. Et là, c'est voilà, après ce voyage-là, il a décidé de raccrocher les éperons et de se ranger parce qu'il en a marre, quoi. Il est fatigué, il en peut plus, il veut prendre sa retraite, quoi. Il s'appelle Et Russell. merci. Et donc Russell a la particularité d'avoir avec lui à ses côtés un jeune homme simple, un simplet, hein, voilà, un handicapé mental dont il s'occupe parce qu'il a juré à son ami, donc qui est le père de cet enfant, de s'occuper de lui. Hein. Et donc quand il serait mort, et donc l'ami étant mort, ben voilà, il s'occupe de lui. Et donc on va faire halte dans un village pour se réapprovisionner. Et bon, voilà, village du fin fond du trou du cul des États-Unis, avec des gens pas forcément hyper accueillants, mais plutôt méfiants, qui tolèrent vaguement sa présence à l'extérieur du village le temps qu'il fasse ses emplettes, et surtout qui rentre pas, qu'il fasse pas d'histoire et qui se casse très vite. Donc ça pose le ton sur la capacité d'accueil de ces gens-là. Et malheureusement, ben voilà, il va arriver des bricoles aux gamins parce que les gamins entre eux sont toujours très intelligents et très sympathiques. Et malheureusement, ben le gamin va pas survivre et là il vrille. Et jusqu'au dernier. Et donc bah voilà, c'est un bon western. J'ai vraiment passé un bon moment. Je le compare souvent au film Impitoyable, en moins trash. Clairement, ouais. Clairement. En moins trash parce que le personnage en lui-même à la base est moins trash, dans le sens où voilà, Impitoyable c'était un cow-boy, mais dans le sens pistolero du terme, qui volait, tuait, pillait à tout va, et lui c'est vraiment un cow-boy dans le sens premier du terme, donc c'est pas quelqu'un qui à la base est sujet aux sautes d'humeur. Donc ça fait une BD un peu moins trash, un peu moins dark, parce que voilà, Impitoyable, on va vraiment dans les tréfonds d'un esprit malade,
Enfin, quand il vrille, il prend carrément plaisir à torturer. Là, c'est pas le caractère du personnage de la BD. Mais par contre, voilà, c'était la fin, c'était son dernier voyage. Il était content de raccrocher enfin les éperons. Et il a fallu qu'on lui gâche tout. Et surtout, ce pauvre gosse, quoi. Il avait rien fait à personne. Il était juste simple d'esprit. Et c'est pas juste, quoi. Et ça part en vrille. Et franchement, bien. C'est assez classique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas hyper original comme histoire. Mais par contre, voilà, je trouve qu'il a su utiliser les ingrédients et les recettes connues pour en faire quelque chose de vraiment plaisant, le scénariste. Et puis au dessin, franchement, ça tient la route sans problème. Pareil, c'est pas hyper original, hein, mais en même temps, sur ce genre de BD, on cherche pas un dessin hyper original. On est dans quelque chose de relativement classique, en plutôt réaliste. Mais enfin voilà, moi, c'est un de mes coups de cœur, hein, parce que j'aime bien les one shots, j'aime bien le western, et celui-là, il est vraiment plaisant à lire. Et voilà, si tu veux un bon western, tu prends celui-là et tu passes un bon moment, quoi. Donc pour moi, à noter, à, à défaut de l'acheter pour le mettre dans sa bibliothèque, au moins l'emprunter à la bibliothèque, parce que je pense qu'il vaut le détour et le coup d'œil. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, puisqu'apparemment tout le monde l'a lu? Ouais, moi, je l'ai trouvé au niveau du dessin, tu dis que c'est classique, mais non, je trouve que c'est un dessin oui, classique dans le sens, mais ça reste un dessin moderne. On n'est pas dans parfois, comme on a souvent dans du western, un dessin un peu à l'ancienne. Tout à fait, désolé, le mot était mal choisi. Ouais, donc on est vraiment sur un dessin qui reste moderne. Il y a un petit côté Marini, je trouve, dans les traits de certains visages. Sauf qu'il y a plus de crasse et de rides et de barbe que dans ce que dessine Marini. Donc, mais Marini des débuts, tu vois, quand il faisait Gypsy, et qui dessinait comme Otomo, un peu. Donc on sent qu'il y a de multiples influences un petit peu dans le trait. L'histoire, effectivement, on est sur du classique de western crépusculaire de vengeance. Et ce qui est difficile, je trouve, malheureusement, c'est que le western crépusculaire, machin chose, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de westerns qui sortent, étonnamment, je trouve, parce que c'est pas... Je trouve que c'est pas un genre qui mérite plus qu'un autre, en fait, d'être mis en avant, tu vois. Je trouve ça assez étonnant que ce genre survive autant, en BD en tout cas. Voilà, on reste sur le western crépusculaire. Et il y a un truc qui, quand même, et je vais essayer d'en parler sans spoiler parce que c'est la fin, c'est la scène finale, qui m'a à la fois déçu et laissé sur le cul. Déçu parce que je trouve qu'elle est pas forcément bien amenée, et laissé sur le cul parce que c'est pas le genre de fin qu'on attend de ce genre d'histoire. Voilà. Donc je pense que j'ai réussi à pas trop spoiler et à donner mon avis. Je sais pas si vous me rejoignez là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Ouais, je te rejoins complètement sur la fin. C'est la façon dont c'est amené qui est un petit peu dommage. Il y a des indices, mais voilà. Il y avait un peu les ingrédients, mais c'est un petit peu brouillon. Je te parle de l'épilogue. Moi, je te parle de l'épilogue. Je te parle pas oui, du je suis final. d'accord sur l'épilogue. Mais il y a un ou deux indices au passage qui te permettent de savoir que le personnage a cette psychologie-là à ce moment-là. Je pense à 2 cases notamment, parce que je viens de le lire, hein, donc c'est tout frais dans ma tête. Mais effectivement, la fin, comme tu le disais, on s'attend pas à ça. Voilà. On pense que forcément, il va y avoir un petit twist, un petit tour de magie pour que les choses se terminent différemment, de façon plus habituelle. Et voilà, il y a un vrai effet surprise sur la fin. C'est bien foutu. Voilà, vraiment, c'est bien foutu. Ok, donc c'est jusqu'au dernier. Une bande dessinée sympathique chez Grand Angle. Un grand western, j'ai envie de dire comme on en fait beaucoup.
C'est presque méchant, mais c'est pas ce que je voulais dire. Le cœur n'y est pas dans cette phrase. Allez, par Jérôme Félix et Paul Gastine à 17,90 €. Mais on va vous parler de quelque chose de beaucoup plus important. Des sous, des sous, des sous. Regardez, j'ai même réussi à vous envoyer cette jolie page Tipeee. Cette page Tipeee, sur laquelle nous avons des soutiens, oui, de nombreux soutiens. 10 tipeurs, vous vous rendez compte. Alors parmi ces tipeurs, il y en a 3, c'est nous. Mais c'est notre moyen de nous aider nous-mêmes. Car aide-toi et le ciel t'aidera. Et on compte sur vous pour représenter le ciel. Voilà. Et le ciel, notre ciel à nous, celui qui nous éclaire, nous illumine, c'est Chevonne, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal, Arnaud Doucet et Boob. Sans vous, notre vie serait bien terne. Et nous ne pourrions pas avoir des micros qui fonctionnent et nous acheter du matériel. Et peut-être prendre une assurance pour les prochaines manifestations qu'on fait, parce que franchement ça craint. Mais sans parler de ça, sachez que nous avons réalisé, dans le cadre de notre association, des interviews pour une association qui s'appelle Les Amis de Daniel Grondin, qui sont commencé à être publiées il y a peu, d'auteurs d'illustrations jeunesse. Donc on est un petit peu éloigné de la bande dessinée, mais on arrive quand même à parler un peu de bande dessinée, parce que on a nos petits trucs qui nous touchent, quoi. Donc si vous suivez notre page Facebook, vous pouvez trouver ça, hein, c'est facebook.com, vous cherchez La Voix des Bulles, vous nous trouvez. Puis si vous avez du mal à trouver les liens sur les différentes façons de nous aider, de nous soutenir, disons que la meilleure façon, bien sûr, c'est de parler de nous, de nous dire qu'on est des gens trop bien, qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Maintenant, il y a Amazon qui va faire des podcasts aussi, je sais pas si on est dessus, mais on va sans doute y être un jour. Bref, on est partout. Ah, je m'en vais. Quoi? Merde, on avait un libraire, j'aurais pas dû dire Amazon. Ça craint, c'est le mot maudit. Désolé, vas-y, Bref. reprends la pub pour les sous. Voilà. Bref. Bref. Non, mais si c'est bien, mais non, c'est pas bien. Mais si c'est bien, mais non, c'est pas bien. Déconnez pas, j'achète des BD super pas souvent parce que j'y vais à chaque fois que je vais acheter des BD chez Guillaume. J'achète des BD beaucoup d'un coup, donc il est toujours très content de me voir. C'est dingue. Je déplore simplement de pas te voir plus souvent parce que j'adore ta compagnie. Tu me verrais plus souvent, j'achèterais moins de BD. Je sais pas si tu l'apprécierais autant. Bref, n'hésitez pas. Nous, vous voyez, nous, on soutient notre libraire. Soutenez-nous. Sur Tipeee, page que je dois refaire parce que j'avoue que ce que vous êtes censé gagner en allant sur Tipeee n'est pas très clair et mériterait d'être éclairci parce que c'est ça de travailler en amateur. On fait des fois les choses comme peu. Allez, c'est parti pour la suite. Et la suite, c'est Daredevil de Chip Zdarsky au scénario. Et je vais vous épargner la tonne de dessinateurs, parce qu'ils sont une tonne. Il y en a trop. Il y a Laline Kumar Sharma, George Fornes, Marco Cecchetto, Francesco Mopini, et puis à la couleur, il y a Javad Tartaglia, Jordi Belair, Nolan Woodard et Rachel Rosenberg. C'est pas mal quand même. Chip Zdarsky, on vous en a parlé quand on a parlé de Daredevil la dernière fois, donc c'est lui qui a repris la série en 2019. Il est connu principalement pour la bande dessinée Sex Criminals. Ce sont des criminels qui peuvent arrêter le temps après avoir fait un acte sexuel, et donc ils baissent pour faire des crimes. La classe. Bref, nous suivons Chip Zdarsky qui a repris la série après Charles Soule, qui m'avait pas forcément convaincu. Et là, en gros, Daredevil, il est à peine remis d'une grave blessure et il tue accidentellement un petit criminel. Un petit criminel de bas étage, comme il en tabasse régulièrement. Après avoir été confronté au point de vue du Punisher et de Spider-Man, qui sont pas forcément du même avis sur le fait que ce soit cool ou pas cool, tout en étant traqué par le détective North, qui veut le remettre à la justice. Donc il y a un nouveau flic en ville et qui dit « Ouais, mais quand même, ce mec, il fait des choses pas bien. » Il décide de ranger son costume, parce qu'il culpabilise Adolphe. Donc Daredevil est mort, mais son image de justicier reste assez vivace, et d'autres personnes vont reprendre le costume. Mais c'est pas genre Peter Parker qui le prend le costume pour faire comme si, c'est pas Iron Fist qui le reprend parce qu'il a déjà fait, non, c'est des gens du commun. Matt Murdock abandonne aussi son métier d'avocat, il devient agent de probation, parce que justement, il se dit qu'il a besoin d'aider un peu plus les petites gens, parce qu'il en a tué un. Ce qu'il confronte à la famille du mec qu'il a tué. Donc, super, je vais essayer de faire le bien, et là je suis encore mis bien le nez dans ma merde.
Il est moins accaparé par son justicier, il décide de réessayer d'avoir une vie normale. Alors il craque pour une petite bibliothécaire qui est mariée. Et puis alors pire qu'il que est... ça. Hein? Oui, justement, on y vient. Et Il c'est va à un pire dîner que de ça. famille et il se rend compte qu'elle est mariée et elle fait partie d'une des grandes familles criminelles de Hell's Kitchen. Bref, c'est la merdouille. Et en parallèle de ça, parce que je vous le dis, c'est riche, hein, y a le caïd qui, lui, décide aussi de lâcher son réseau criminel pour se faire de la thune semi-légalement dans le monde des affaires et de la politique. Sauf que tout le monde dit, ah, c'est un criminel et on se fout de sa gueule. Il a un peu du mal à trouver sa place chez les manias. Et en parallèle, bah, la place qu'il a laissée dans le crime new-yorkais, ça fait plein d'envieux, et notamment le hibou qui relance des guerres de territoire qui vont toucher la famille de la fille que drague Matt Murdock. Bon, vous l'aurez vu, hein, le scénario, il est putain de riche. Ça semble partir dans tous les sens. Mais il y a quand même, je trouve, une cohérence globale. Parce qu'il y a une vraie thématique qui est mise en place, qui est la thématique de la succession. Aussi bien de la succession criminelle du caïd que de la succession des Daredevil qui laisse sa place de héros. Voilà, c'est vraiment la thématique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on cède sa place. Le vrai défaut, je dirais, c'est le dessin. C'est-à-dire que ça change souvent, c'est dommage. Et que, voilà, il y a... Et puis qu'à un moment, c'est Marco Cecchetto qui dessine. Et ce mec, il a un style putain de péchu et super clair. Et que ceux qui passent à côté, avant, après, etc., ils sont forcément comparés à ce style de la mort qui trouve cette juste limite que j'aime entre le style super-héroïque et le polar noir. Parce que Daredevil, pour moi, c'est ça. C'est à la fois du polar noir et du super-héroïque. Les autres artistes déméritent pas pour autant, hein, mais bon, voilà, il y a une star graphique, c'est Marco Cecchetto. Bref, je trouve que Chip Zdarsky arrive à trouver un très très bon équilibre justement entre ce polar noir que Michael Bendis et Michael Lark avaient vraiment mis en avant. Et le super-héroïsme, dans ses Ruka, pardon, je voulais dire, et le super-héroïsme tel que le faisait Mark Waid, qui avait fait des épisodes un peu plus sur le côté super-héroïque, quand il est, qui était sympathique aussi, mais dans un autre genre. Donc on reste au niveau de la rue, d'un point de vue super-héroïque, et ça porte un vrai discours sur la justice, sur les limites de la justice, ce qui est le sujet de Daredevil, et que je trouve qu'avait été un peu délaissé dans les arcs précédents, et ça reste pour moi un vrai plaisir. Voilà, j'ai retrouvé du plaisir à lire Daredevil et je suis vraiment ravi. Mon cher Thio, qu'en as-tu pensé de ton côté? Alors on va commencer par le dessin. Comme tu dis, quand en fait tu commences avec différents dessinateurs, un peu, voilà, dans des styles un peu différents, c'est pas top. Et puis en fait tu arrives au tome 3, tu as Cecchetto, et là tu fais pas dans ta gueule, quoi. Et donc là forcément tu vois vraiment la différence entre le avant et après. Parce que ça aurait pu être... dans l'autre sens, ça aurait pu diminuer. Non, là, c'est que d'un coup, ça monte en gamme. Et le monter en gamme, c'est rédhibitoire pour ceux qui sont venus avant, quand même. Ils étaient pas mauvais, hein, mais... Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas aussi bons, clairement. Voilà. Au niveau du scénario, c'est quand même très, très, très bavard. Forcément, tu arrives sur des, comme tu disais, sur du scénario un peu de polar. Waouh, ça bavasse beaucoup. Et du coup, c'est très, très... C'est moins, on va dire... du super-héros fight, on se fight, je fais mon truc, on se refait. Non, c'est que là, les fights, tu peux un peu les oublier. Ils sont vraiment mis de côté, ils ne durent pas très longtemps. Le questionnement sur la liberté et sur la présence de Dieu aussi. Parce qu'il y a une sorte de destinée quand même, où Daredevil se pose des questions sur qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qui sont super intéressantes. Les discussions avec Red Richard et avec la sœur, je sais plus comment elle s'appelle, sont super, je trouve. C'est vrai que c'est intéressantes sur le plan. Vas-y. Ouais, c'est des sujets auxquels je suis passé à côté, mais c'est vrai que le fait que Matt Murdock est catholique est quelque chose qui est très important dans la série, et Chip Zdarsky a aussi exploité ce côté-là. Mais disons que moi je suis passé à côté parce que les côtés sur la justice m'ont plus marqué, m'ont plus parlé. Mais vas-y, poursuis, excuse-moi. Je trouve que les deux se rejoignent en fait, parce que Red Richard lui dit justement, est-ce que tu penses que si Dieu existe, est-ce que Dieu en fait te demande de rendre la justice à sa place, ou est-ce que il y a une sorte de justice divine qui tôt ou tard toi te retrouve parce que tu commets des péchés? Moi c'est un peu comme ça que je l'ai compris en fait, ce que lui dit Richard par rapport justement entre la justice et Dieu. Mais bon, moi je trouve que voilà, Zdarsky part dans tous les sens sur ce Daredevil.
Il met plein de pistes de tous les côtés. Et ça donne un univers qui est super, super riche. Et ça fait longtemps que je m'étais pas vraiment, que j'avais pas kiffé de lire un Daredevil, quoi. Et là, je me régale. Donc, j'ai pas fini le tome 3 encore, donc tu vois, je suis pas à ton niveau. Mais c'est vraiment, je trouve, un nouveau cycle, un super nouveau cycle qui commence. Et je pense que ça va être un très, 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 très bon cycle. Voilà, j'attends la fin du cycle pour savoir comment est-ce qu'il le conclut, parce que c'est souvent là-dessus qu'on voit si le scénariste a bien travaillé. C'est ce qu'il a laissé derrière lui sur les comics, moi je trouve. Qui nous dit si c'était bon. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que voilà, c'est mon personnage de super-héroïque préféré, et je retrouve toutes ces thématiques très très fortes qui ont été bien traitées, et surtout parce que c'est quand même super casse-gueule. Il a réussi à porter un discours nouveau. Tout à fait. Et dans une série qui est aussi vieille, c'est pas évident. Voilà, je dis chapeau à Chip Zdarsky en tout cas pour ce côté-là. Donc Daredevil, on va dire qu'il faut choper les tomes 1, 2 et 3 scénarisés par Chip Zdarsky, c'est la dernière série. J'ai posé une question à Guillaume justement, pour ces séries-là où je crois que je dois avoir 4 ou 5 tomes de Daredevil, c'est pas un peu le bordel quand les gens me demandent quoi lire? Comment dire, Joker? Voilà, parce que... C'est quoi lire dans Daredevil, sérieusement? Alors déjà, j'avoue, l'univers Marvel, je le connais principalement par les potes comme vous qui les lisent et qui me le racontent, ou d'autres clients, parce que moi j'ai un défaut à la base quand je me lance dans une lecture, dans un univers, j'aime bien en connaître un maximum. Et alors connaître tout l'univers Marvel, en fait c'est plus possible, ça me rend fou, ça me rendait fou. Donc j'ai mis déjà un long moment à faire mon deuil là-dessus, et c'est pareil pour DC d'ailleurs. Et du coup, maintenant j'arrive à prendre un bon run de temps en temps, à me faire plaisir avec et à passer sous silence le reste. Mais voilà, Daredevil particulièrement, c'est un personnage que j'aime bien aussi, mais que je connais très peu. Et donc, quand les gens me demandent quoi conseiller sur Daredevil, Non mais c'est... enfin, c'est compliqué, honnêtement. Au-delà du conseil, parce que j'avoue que c'est compliqué, mais là, si tu veux, je pourrais te faire une liste de ce qu'il faut lire dans Daredevil et dans quel ordre, parce que... Ouais, mais j'en ai déjà une partie de cette liste, et en général, je m'en sers. Voilà, je suis un très très grand fan, pour le coup. Mais disons que... Non, ce qui est difficile surtout, c'est que d'un point de vue éditorial chez Panini, mais c'est une horreur, quoi. Oui, pareil, deuxième Joker, hein, on pourrait parler de la politique éditoriale de Panini pendant des heures. Hein. J'ai envie de dire, si Urban a récupéré DC, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Marvel y est toujours pas allé voir ailleurs, quoi. Moi, je suis pas du tout le côté derrière, parce que je ne lis plus quasiment que ça, et Alias, on va dire. Mais on reste dans le Daredevil verse, on va dire. Mais disons que il y a eu Daredevil Legacy. Là, je te dis, en dos gris, là, en 100%, dans la nouvelle collection à dos gris, j'ai 1, 2, 3 tome 1. Et là, ils ont sorti une nouvelle collection, maintenant elle est à dos rouge. Et j'ai un tome 1. Donc en gros, sur les dernières années, il y a eu 4 tomes 1. C'est hallucinant. Je sais pas comment... Est-ce que les gens peuvent s'y retrouver s'ils sont intéressés par le personnage, quoi. En fait, c'est vraiment compliqué. Alors déjà, on se sert des bases de données en ligne qui existent et tenues par les fans. Là où c'est problématique, c'est quand tu cherches un run en particulier. Bon, ils ont quand même fait des efforts de ce côté-là, parce que quand tu ouvres les bouquins et que tu regardes les éditos ou les résumés, au moins ils te disent à quel chapitre, de quelle série et de quelle année donc ça correspond. Donc quand tu sais ce que tu cherches, ça va, ça t'aide. Mais c'est le why, quoi. Et puis tu parles de 4 tomes indifférents à dos gris, à dos rond. Alors après on peut parler des rééditions dans les Marvel Icons, donc les gros trucs, les gros volumes à dos noir, ou sinon on peut aller voir vers les Deluxe. D'une édition à l'autre pour la même série, les chapitres bonus sont pas les mêmes. Et puis parfois, dans le dernier Deluxe, il y a un nouveau chapitre inédit qui avait jamais été publié avant en France. Super. Les enfoirés. Donc je vais me retaper un bouquin de 30 balles juste pour ce chapitre, parce que j'ai déjà l'autre série dans 3 autres éditions différentes, parce qu'à chaque fois il y avait un chapitre différent.
Honnêtement, s'y retrouver, c'est le bordel. C'est la guerre. Et puis il y a un tas de lecteurs qui râlent. Et honnêtement, en tant que libraire, on peut pas décemment leur dire qu'ils ont tort. Ils ont raison. Non, mais Et voilà. après, C'est pour ça qu'il faut voilà. lire des mangas. Il peut y avoir 130 numéros, mais la numérotation se suit. Du début à la fin, en général. Voilà. Non, mais après tu t'y retrouves, hein, mais c'est vrai que tu vois, typiquement Urban quand ils ont récupéré le Deciverse là, ils ont mis un gros coup de polish là-dedans et ils font des trucs vachement plus simples à suivre. C'est un tout autre débat, je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus, parce que Urban, effectivement, Oui, pardon. Ils arrivaient en plus sur un univers qui était très peu... comment dire, qui marchait pas très bien en France. Donc ils avaient un gros travail dessus qu'ils ont très bien fait. Mais effectivement, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On va peut-être passer tout de suite à la suite en parlant de Zombilenium, le tome 5 d'Arthur de Pince, qui n'est pas arrivé jusqu'à moi et je vous déteste. Chez Dupuis pour 14,50€. Mon cher Thio, de quoi que ça parle, Zombilenium, tome 5. Ah, Zombilenium, de quoi que ça parle? Tu veux vraiment savoir? Ah oui. Donc le titre de ce Zombilenium, c'est Vendredi Noir. Donc on est... Alors le Vendredi Noir à Zombilenium, donc je vous rappelle juste, c'est un parc d'attractions où en fait les gens viennent et pour perdre leur âme en fait, parce que le propriétaire du Zombilenium, c'est Satan en personne. Donc on va découvrir que la petite Gretchen qui travaille dans le parc, en fait, c'est la fille de Satan et qu'elle est très douée en fait pour faire venir justement des âmes dans le parc et faire venir des gens pour qu'ils soient boss dans le parc parce qu'ils ont vendu leur âme déjà à Satan, ou alors pour faire venir des gens et qui perdent leur vie. Donc voilà, c'est sympa comme ce principe. Et là, dans ce week-end-là, dans ce vendredi noir, en fait, les employés ont carte blanche pour arriver au quota de l'année, quoi. Hein. On est là pour dévorer du visiteur, faire qu'il y ait un maximum de décès pour que l'enfer l'enfer fesse. Pas mal, ça. Que l'enfer donc fasse le plein d'âmes justement pour ce vendredi noir, le Black Friday, quoi. Pour contrecarrer ça, Gretchen, elle va essayer justement de sauver un maximum de personnes et de sauver les personnes, parce qu'il y a une date limite jusqu'à minuit, il faut avoir fait tant d'âmes, s'ils n'ont pas fait ça, ils ont perdu. Alors, je vous l'avoue, ça faisait quelques temps que j'avais pas relu du Zombilenium, donc clairement je suis arrivé là et c'est un tome qui au niveau scénario, on est dans de l'action totale. Voilà, ça... C'est un rythme, mais c'est mené tambour battant, ça va dans tous les sens, il y a des combats de partout, les personnages qui reviennent. Waouh, ça va tellement vite que du coup tu te dis, putain, j'aurais peut-être dû relire les autres avant pour me remettre dedans et savoir les tenants et les aboutissants du tome, parce que je vais peut-être rater des trucs. Déjà voilà, peut-être un départ, relisez les tomes précédents avant d'arriver à celui-là, parce que ça fait quand même quelques temps, entre le 4 et le 5, je sais plus combien il y a eu, mais ça se compte en années quand même. Hein. Le prochain, le tome 6, sera le dernier de la série. Il y a que, pardon ? 2 ans. Seulement 2 ans ? Oh, mais c'est déjà pas mal. Bah ouais, écoute, tu vois, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de temps entre les deux d'avant. Parce qu'il a fait le film entre-temps, ce qui lui a pris beaucoup de temps. Bah écoute, voilà, moi j'avais un peu perdu le fil. Donc là, on est vraiment dans de l'action très très péchue. Au niveau du dessin, on est toujours sur les dessins qu'utilise donc Arthur de Pince, qu'on avait déjà vu lors de notre formidable interview de lui quand il était parrain du festival. Sur la page YouTube de La Voix des Bulles. C'est vrai, mais vous pouvez trouver un truc qui est mieux fait maintenant sur le site de La Ligne Claire, où c'est lui-même qui a fait la vidéo. Et franchement, c'est plus propre et plus joli. Ouais, mais il faut quand même aller sur le YouTube de La Voix des Bulles. Putain, c'est vrai, mais c'est quand même plus joli. C'est commerciaux de merde. Donc on va dire Zombilenium, une bonne série. Relisez les précédents quand même pour bien vous remettre dans le bain. J'attends la fin, quand même. Parce que j'aimerais savoir comment est-ce que Gretchen va te sortir de ce qui se passe. Voilà. À vous les studios, qu'est-ce que vous en pensez ? Mon cher Tizak, vu que c'est toi qui t'es accaparé le livre. Je vais aller exactement dans le même sens que Mathieu, pour le coup. C'est extrêmement action, baston. Moi aussi, au tout début, j'ai été un petit peu paumé parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de son Zombilenium, forcément.
Donc il a fallu se replonger un petit peu dedans. Mais oui, écoute, c'est toujours plaisant. Voilà, il faudrait qu'à un moment donné, ça aboutisse à quelque chose. Donc, si c'est fini en 6 tomes, c'est bien. Voilà, il faut arriver à conclure maintenant ce qui se passe. On suit Gretchen, on a envie de voir comment est-ce que Gretchen va résoudre ses problèmes familiaux, on va dire ça comme ça. C'est à la fois toujours un peu triste d'arriver à la fin d'une histoire, mais c'est toujours aussi intéressant. Et là, c'est le moment d'arriver au bout. Donc voilà, on a eu une grosse zone de fight sur ce tome 5. Voilà, l'idée maintenant, c'est d'arriver à conclure joliment sur le tome 6. Donc Zombilenium, nous y reviendrons donc, j'espère, très rapidement pour conclure cette histoire. Et nous passons à L'Âge d'Or, le tome 2, mon cher Isaac. Cette bande dessinée de Cyril Pedrosa et de Roxane Morel chez Dupuis Air Libre pour 32 € a-t-elle trouvé grâce à ton cœur? Je vais te dire un truc tout simple, hein. Elle fait 232 pages, donc on dépasse les 200 pages, ça commence à devenir intéressant. Donc, voilà, tu peux pas la lire allongée sur ton lit, sinon tu tombes sur la gueule et tu meurs. Et... ok. Hein? Donc, pour rappel, je vais refaire un petit pitch du premier tome, ultra rapide. Nous suivons Tilda qui a été trahie par son frère, puisque c'est elle qui devait accéder au trône, et il a magouillé pour pouvoir le récupérer. Donc elle part en exil avec ses alliés, Tancred et Bertil, en espérant pouvoir reconquérir son royaume, alors pas en grattant sur un tac au tac, hein, bien sûr, mais en montant une armée et en attaquant. Donc voilà, on était dans ce conte médiéval, parfois onirique, parfois pas très tendre, et au dessin toujours léché. Et donc dans ce tome 2, le dessin est toujours léché, et nous continuons donc à suivre notre Tilda. Le seul truc, c'est qu'on a eu... Il y a un saut de quelques années quand même. Donc voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. Tilda est prête, elle a son armée, ça y est, c'est officiel. Elle veut reconquérir le trône qui est normalement le sien. Elle assiège le château de son frère. Elle a réussi à monter une armée, mais un peu de bric et de broc. Il y a beaucoup de mercenaires. Et elle a cette armée toujours grâce à son allié de toujours, Tancred. Et donc on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, puisque le château est assiégé et on est au cœur de la bataille. Et là, sa troupe sur le mur nord, qu'elle espère être le point faible, elle n'arrive pas à percer, et donc elle est en difficulté. Elle va mettre les mains dans le cambouis. Elle reprend les choses en main, elle monte elle au créneau, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc elle fait mettre les soldats à couvert. Et elle attaque de la façon dont elle voulait. En fait, elle se rend compte que ça ne marche pas parce que un truc tout bête. Voilà, la tourelle était mal orientée et bim, il y a un bloc de mort. Elle n'arrive pas à percer et donc il y a un petit peu de désespoir après tout ça. De son côté, le frangin, lui, râle, peste, fulmine à l'intérieur du château parce que le siège devient beaucoup trop long. Il commence à en avoir assez. Il se demande combien de temps ça va pouvoir encore durer, combien de temps est-ce qu'ils vont avoir assez de vivre également. Et donc, il s'en prend un petit peu à ses seconds, à ses vassaux, et notamment à son conseiller, Loïs de Vaudémont, qui est bon petit magouilleur, qui essaye donc de faire les choses en localement et en gardant toujours la main mise sur la situation. Et donc, le dernier personnage, Bertil, après s'être associé avec un révolutionnaire à l'intérieur du château, fait son retour dans la cité et donc il prépare une action en interne pour essayer de percer donc le château de l'intérieur. Et donc voilà, nous sommes sur cette bataille finale au centre duquel il y aura l'Âge d'Or, ce fameux livre qui est donc la source et le secret de l'avenir de ce monde médiéval.
Donc voilà, donc comme je vous le disais, on se situe un petit peu plus loin, quelques années plus tard, puisque le frère est devenu adulte, alors que c'était un espèce de petit gamin capricieux dans le tome précédent. Et donc on est tout de suite au cœur de la bataille, et ben nous aussi on a attendu, un petit peu comme dans l'histoire, puisque ça, il y a quand même eu là aussi, comme pour Zombie Millennium, un petit peu plus de 2 ans d'attente euh, pour ce deuxième et dernier tome. Ah ben c'est bien, franchement. C'est beau, c'est déstabilisant au début. Il faut arriver à se remettre tous les personnages en place. Vu qu'il y a ce saut temporel, on n'est pas tout à fait dans une continuité non plus. On voit Tilda qui a quand même bien morflé psychologiquement, mais le tome est vraiment rempli de révélations. C'est pas simplement la fin, c'est que tout au long de cette fin, on a des informations, des éléments magiques, des combats. Bref, le côté conte continue. La magie du premier tome se poursuit. Et ça fonctionne très bien au niveau du scénario. Et quand vous rajoutez à ça le dessin, les images, les couleurs, les ombres de Pedrosa, bon, ben voilà, c'est bien plus qu'un bon moment. C'est pour moi un énorme coup de cœur. Voilà, merci. Juste un petit bémol. L'effet de surprise du premier ayant disparu, il y a un peu moins d'effet magique. Donc, pour revenir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, entre le Half-Life numéro 1 et le Half-Life numéro 2, certains d'entre vous pourront peut-être être un petit peu déçus de ce deuxième tome, mais à titre personnel, j'y ai quand même pris un très 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 grand plaisir. Mais on va demander tout de suite à Guillaume s'il a été déçu par ce deuxième tome. Bah écoute, voilà, désolé, en fait, oui. C'est alors pour l'info, moi j'ai lu les deux très rapidement à deux semaines d'intervalle entre le 1 et le 2. Donc le premier était assez frais dans ma tête quand j'ai entamé le 2. Et écoute, malgré ça, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons au début, quoi. Ah oui, je comprends, hein, c'est déstabilisant. Je trouve que l'ellipse temporelle est quand même je sais pas, un petit peu foireuse, quoi, parce qu'elle nous laisse sur un énorme cliffhanger, à la fin du premier, là, et tu te retrouves 3 ans après, tu fais quoi? C'est attends, il vient de se passer ça là, et puis 3 ans après, enfin tu vois, il manque un truc au milieu. Je trouve que l'ellipse temporelle était un petit peu foireuse. Du coup, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi Tilda avait autant morflé. Ouais, J'ai eu enfin, tu vois, typiquement, on parle de Bertil, pourquoi il est plus là? c'est ça. Enfin, tu vois, c'est un peu, je sais pas, enfin, moi, ça m'a un peu perturbé, là-dessus. Alors, du coup, si vous devez les lire, lisez-les l'un après l'autre assez rapidement, et si vous devez lire le 2 après, relisez le 1 avant, quoi. C'est un peu étrange, quoi. Ouais, je suis allé remettre le nez dans la fin du premier tome, moi aussi, quand j'ai commencé la lecture du 2. Je suis putain, mais je suis complètement paumé. C'est moi qui suis complètement nounouille ou il y a un problème? Et effectivement, il y a un gap, quoi. Il y a une grosse ellipse entre les deux. Donc du coup, enfin déjà moi je mettrais un petit bémol là-dessus. Après, donc il y a le côté effectivement, le 2 était vraiment magique, et on n'a pas le côté magique. Enfin, on n'a plus la surprise, donc on peut pas retrouver ça dans le 1, dans le dans le 2. Enfin, vous m'avez compris. Ouais. Et et du coup voilà. Après, je trouve que le scénario continue, ça suit son cours. Au final, quand j'essaie de prendre un peu de recul sur ma lecture, si, c'est bien, c'est sympa, ça fonctionne jusqu'au bout. Même si je t'avouerai que quand j'ai fermé le 2, la première chose que je me suis dit, c'est putain, fait chier, ils l'ont massacré. Donc si je me pose un petit peu, que je prends un peu de recul, non, ils l'ont pas massacré. Franchement, l'histoire reste bien. C'est juste que voilà, je te dis, moi, cette ellipse, je la trouve un peu malvenue. Je trouve qu'il y a certaines résolutions
qui sont un petit peu rapides, un petit peu faciles, Ouais. et d'autres qui auraient mérité de prendre moins de place justement pour laisser plus de place aux autres, tu vois. Quitte, enfin, je sais pas, je trouve que il y a eu un petit problème d'équilibre sur la façon dont les, les toutes les questions ouvertes euh, ont été résolues, ça c'est bien, mais je trouve qu'il y a un petit problème d'équilibre. Peut-être que certaines auraient mérité moins de place pour laisser plus de place à d'autres, voire carrément ne pas faire cette ellipse temporelle ou pas de façon aussi violente. Ouais. Donc voilà. Je C'est, suis je d'accord dis, avec toi, je suis d'accord sur ton problème d'équilibre. Tu vois, je savais pas comment nommer le truc, c'est ça. C'est un petit problème d'équilibre. Mais après, du coup, comment le résoudre? Est-ce qu'il fallait rajouter 50 pages? Est-ce qu'il fallait faire un tome 2 et un tome 3? je sais pas. Honnêtement, peut-être 50 pages. Parce que rendu à 230, on n'est plus à 50 près. Après, d'un point de vue, c'est un problème éditorial, là j'ai envie de dire, donc peut-être moins de pages dans celui-là et un tome 3. Je sais pas, peut-être un peu moins de temps entre les deux. Peut-être problème éditorial, et donc si c'est peut-être que pas rajouter 50 pages, mais du coup on en mettra un peu moins dans ce tome 2 et faire un tome 3. Mais bon, ça c'est des problèmes éditoriaux, comme je disais. Et enfin bref, donc pour conclure, euh, bonne série, moi j'aime bien, mais voilà, première impression à la fin du 2, c'est fait chier, ils l'ont massacré. Recul, en le digérant, en laissant le temps un peu passer, et puis en écoutant un peu ta critique. Non, franchement, c'est pas massacré, ça reste bien, ça reste plaisant à lire, mais ouais, petite déception sur le 2, quoi. Eh bien, voilà, c'était donc L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morel chez Dupuis Libre pour 32 euros. Nous revenons maintenant aux racines, à notre jeunesse, à nos amours de rôlistes, avec le Elric chez Glénat pour 14,95 € par beaucoup de monde. Julien Blondel et Jean-Luc Cano au scénario. Robin Redge, Didier Poli et Julien Tello au dessin. Jean Bastide, Robin Redge, Scarlett Smulkowski, je n'arrive pas à lire, Perdir 7, j'en sais rien si c'est un vrai mot, de nom de personne, à la couleur. Et il en faut du monde pour traiter du Mélanie-Bonéen. Et ouais. Et on va demander à Guillaume de nous dire un peu, mais qui c'est donc que ce Elric, franchement, avec ce nom bizarre avec un L en trop là. Alors, déjà, attention, je suis absolument pas objectif sur ce personnage. Je l'ai découvert pile poil au bon âge, j'avais 17 ans, et je pense que c'est exactement l'âge qu'il faut pour apprécier ce genre de personnage. Donc, Elric le Ménilbonéen, c'est qui, c'est quoi? Alors déjà, Ménilboné, c'est quoi? Ménilboné, c'est un empire qui a gouverné, conquis le monde entier. Et qui a réduit à peu près tout le monde en esclavage ou complètement éradiqué les populations qui gênaient. Donc c'est un empire qui a pas forcément été hyper agréable avec tout le monde. Et pour cause, les Ménilbonéens sont plus grands, plus forts, aussi bien physiquement que magiquement. Enfin, ils pratiquent la nécromancie, ont des traités avec tous les plus grands princes du chaos. Enfin, bref, c'est des métabourins. Et pour couronner le tout, ils ont dressé les dragons. Bref, quand vous avez ça qui vous déferle sur le coin de la gueule, vous pouvez être nombreux, ça change pas grand chose au problème, vous vous faites raser. Sauf que quand l'histoire commence avec Elric, les Ménilbonéens se sont repliés et retranchés sur leur île parce que déjà les dragons se sont endormis. Donc ça en jette moins, et puis comme tout empire, à un moment donné, ça arrive sur le déclin. Et donc, quand l'histoire commence, on découvre une Ménilboné, un empire complètement décadent avec tout ce que ça va, orgie, baise, etc. Et un Elric sur le trône, puisque c'est l'héritier légitime, mais il a un gros souci. Il est albinos, avec une forme grave de cette star, puisqu'il est aussi physiquement très faible. Ce qui est dommage, parce que pour pratiquer une bonne nécromancie, il faut quand même de la ressource physique qu'il n'a pas. Et donc, bien sûr, super, Hyrkoon est super intéressé, parce que lui, il n'avait pas le droit d'être l'héritier légitime, mais il renverserait bien l'empereur pour être empereur à la place de l'empereur. Donc ça commence comme ça.
Et puis en fait, bon, très rapidement, sans vous dévoiler toute l'histoire, en fait, Elric va quitter Ménilbonnet et va se poser tout un tas de questions sur lui-même, son empire, sa condition, Au tome 3 quand même. Hein. etc. Comment? Au tome 3 quand même. Oui, mais c'est parce que à la base c'est une petite série de 9 romans en France qui ont été republiés là sous forme de 3 intégrales, si je me souviens bien. Mais je te parle en BD. En BD, c'est le tome 3. Oui, Oui, il va se en balader. BD c'est le tome 3, mais enfin voilà. Les BD étaient annoncés en 4 tomes, on devrait enfin avoir le 4e tome là fin avril. Parce que l'avantage de tous ces grands noms qui travaillent dessus, c'est que c'est bien. L'inconvénient, c'est qu'il faut arriver à les faire bosser ensemble tous en même temps. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc vous l'aurez, comme je l'ai dit, hein, de toute façon je suis pas hyper objectif, j'aime beaucoup ce personnage et en même temps, comme je suis hyper fan depuis très longtemps, j'avoue que quand j'ai vu la énième adaptation arriver, je me suis quand même franchement méfié parce qu'il y en a eu des tas d'adaptations d'Elric et il y en a eu énormément des foireuses. Donc je vois ça arriver. En plus, oui, content, mais bon, un peu méfiant. Adaptation de Moorcock, préface de Moorcock himself. Donc c'est le gars qui a écrit le roman. Et alors, je vous l'ai peut-être déjà fait à vous qui êtes venu à la librairie, hein, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu à la librairie, voilà, première réaction, c'est ça a dû leur coûter cher. Hein, parce que préface de Moorcock sur un truc pas forcément bien, ça a dû leur coûter de l'argent. Et donc je lis la préface où clairement il dit que c'est peut-être une des meilleures adaptations qu'il ait jamais eues. Je dis ça a dû leur coûter super cher. Et puis je lis le bouquin et puis j'ai dit je sais pas combien ça leur a coûté, mais c'était mérité. Donc voilà, pour moi La préface du tome 2 va chercher pas mal aussi. Ouais, mais je m'en souviens pas tellement. La première m'a marqué, je t'avoue. Ah bah la deuxième c'est Alan Moore qui dit ouais Moorcock a raison. Oui, voilà. Donc ça situe le niveau. Très honnêtement, voilà, j'en ai pas lu des tonnes d'adaptations parce que je suis tombé sur une ou deux qui m'ont vraiment déçu, donc j'ai laissé tomber. Mais celle-là, pour le coup, bon, c'est une adaptation, donc il y a forcément des écarts par rapport à l'œuvre originale. C'est comme ça avec toute adaptation, c'est pas possible de faire autrement, mais je trouve qu'ils ont saisi toute l'essence d'Elric, du personnage et de l'univers, et qu'ils ont retranscrit ça en BD et qu'ils l'ont très bien fait. Donc si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez ce personnage, allez-y. Voilà, vous serez pas déçus. Après, ça reste un anti-héros sur les principes de base d'un anti-héros, donc un mec assez torturé qui se pose pas mal de questions. Ça peut avoir un côté assez agaçant, voire chiant, parce que des fois on a envie de lui dire écoute, t'arrêtes avec tes états d'âme, tu sors ton épée et tu tranches. Hein. Mais donc voilà, si vous aimez pas le principe des anti-héros, n'allez pas sur Elric, ça va vous gonfler. Mais voilà, si vous aimez ça. On la Et même si vous n'avez pas lu les bouquins, de toute façon, ça reste de la très bonne dark fantasy. Thio. Oui, voilà, au niveau dessin, oui. Rien à redire non plus, quoi. Donc je te laisse la parole, Thio, parce que de toute façon, tu le feras très bien aussi. Voilà. Écoute, moi je dirais que c'est... Alors, Elric, moi j'étais rentré par le jeu de rôle, et là d'un coup, c'était quoi déjà le nom du jeu de rôle? Elric. Stormbringer. Non, mais il y avait un... Stormbringer, voilà. Qui est le nom de l'épée, en fait, d'Elric. Très honnêtement, comme on en parlait tout à l'heure avec Pierrick, le jeu de rôle ne rendait pas hommage finalement à la richesse du monde de Elric, clairement. C'est un univers qui est super dense, qui est à la fois un jeu de puissance et aussi un jeu de trahison, parce que clairement c'est exactement tout ce qui va se passer tout le long du jeu, de la bande dessinée, entre les dieux qui se jouent toujours de nous et les humains qui n'ont qu'une envie, c'est de prendre la place du chef. Et ils vont tous se faire les pires puteries les uns avec les autres. Et Elric, qui est je dirais cette espèce de caillou que tout le monde se jette et qui se retrouve balancé à gauche, à droite, toujours
il est à la fois, comme tu disais, c'est un peu agaçant parce qu'il prend pas de décision parfois, mais il est ballotté d'un côté à l'autre sans des fois aussi en étant jamais maître de son destin, quoi. Il est un peu le jouet des dieux et des puissants, alors que lui-même devrait être le puissant. Euh, mais comme tu dis, c'est vraiment super bien fait. Clairement, comme ils ont mis des bons scénaristes, ils ont mis des bons dessinateurs, des bons coloristes, et ça envoie quoi. Ça envoie sur les 3 tomes. Moi, j'ai pas trouvé de différence alors que les dessinateurs changent au fur et à mesure. Je Et, pense qu'il va y avoir des storyboarders, des vraiment, encreurs, etc. Ce qui permet d'avoir cette continuité. Il est ben, probable que ce soit le même franchement, encreur. Il est probable que ce soit le très même bien fait. encreur sur tous les tomes. Je sais pas comment il travaille, mais voilà. Non, vraiment trois bons bouquins, et c'est vrai que j'attends parce que je sais que Glénat a annoncé la sortie du tome 4, donc j'attends impatiemment la J'en ai suite. lu 2 sur 3. Et je vais remettre un peu de contexte. Voilà. Pour moi, Elric, c'était le jeu de rôle Stormbringer. Et c'était un jeu où tu jouais un bouseux qui se baladait dans les jeunes royaumes et qui essayait de devenir balèze en tuant des monstres. Euh, je connaissais plutôt l'autre série de Moorcock, Hawkmoon, dont j'avais lu les romans pour le coup, et donc j'avais déjà lu du Elric parce qu'il y a des romans Hawkmoon où il y a Elric qui arrive dedans. Et puis t'apprends des trucs, donc en gros j'ai déjà été spoilé de trucs qu'a fait Elric à cause d'Hawkmoon, salaud. Voilà, hein, la trompette ou la corne de je sais pas quoi là, hein, merde. Bref, quoi qu'il en soit, là je me rends compte qu'effectivement il y avait un gros défaut quand ils écrivaient des jeux de rôle derrière, c'est que là, putain, on suit un empereur quoi. Et le gars qui a lu le bouquin qui dit waouh, je vais vivre des aventures comme Elric. Oui, alors toi tu es un chasseur de rats au fin fond du jeune royaume et tu vas devoir t'en sortir. Tu te dis non mais c'est pas du tout au niveau de ce que tu peux attendre. Donc ouais, je sais. Elric, c'était une sorte de fantasme où en gros tout le monde disait ah un jour j'aurai Mournblade, l'épée jumelle de Stormbringer ou quoi que ce soit pour pouvoir aller être un tueur de démons et de tout ce que tu veux, mais à la fin tu finissais toujours par être que le petit péon pourri, voilà. Bref, je connaissais la série de très loin et j'ai été énormément surpris parce que je m'attendais pas à une dark fantasy aussi sombre. Euh, alors que la littérature fantasy originelle est peuplée de jeunes héros qui sont sous le joug d'une prophétie, etc. Là, pas du tout. Là, on est sur un héros qui... Vous dites qu'il est passif, mais en fait, il essaye d'agir, il essaye de trouver des solutions, il se sort les doigts pour essayer d'avancer, on va dire, entre guillemets. Il prend pas toujours les bonnes décisions, il réfléchit beaucoup, mais bon, il fait des choses. Euh, et il y a vraiment ce côté, glauque à certains moments, assez terrible. Et on voit quand même que les personnes qui ont écrit dessus sont des fans. Julien Blondel, moi je le connaissais en tant qu'auteur de jeux de rôle. Le scénariste principal. C'est le créateur, j'imagine que, vu que j'ai l'impression que tu as backé la nouvelle édition de Vermine, euh, Guillaume, Oui. donc tu sais que c'est lui qui a créé ce jeu. Il a fait plein d'autres trucs à gauche à droite. C'était ce que j'appellerais un des premiers auteurs de jeux de rôle français qui était entre guillemets un mécanicien. Quelqu'un qui a essayé de comprendre comment fonctionnaient les choses pour ajuster les enchaînements entre eux. Et apparemment, c'est ce qu'il a fait avec Stormbringer, enfin avec Elric, c'est qu'il a pris les romans et il a agencé les éléments pour créer une cohérence et que son découpage en bande dessinée fonctionne. Et oui, ça marche. Franchement, c'est super efficace. Donc là, il me reste un 3e tome à lire. Je suis ravi d'apprendre que le 4e arrivera bientôt. J'espère que le 3e tome sera au même niveau. Là, vous voyez une belle image de sang qui gicle dans tous les sens. Bref, je suis très curieux de voir la suite. Maintenant, je reste aussi curieux du mode de fonctionnement parce que les auteurs se multiplient à chaque tome, j'ai l'impression. Il doit y avoir une sorte de défi, je sais pas d'où il vient. Mais je serais vraiment très curieux de savoir comment ils fonctionnent, aussi bien les scénaristes que les dessinateurs. Bon, vous voulez mettre un coup de cœur, c'est ça? Ou vous attendez le tome 4? Attends, Moi, je Moi, dirais pour j'attendais le tome 4, mais les 3 premiers ont été très très bons.
Moi, je me suis bien régalé sur les 3 premiers et je suis prêt à le mettre. Bah, allez, on a... Vous savez quoi, le tome 4, on va être obligé d'en parler, donc on va attendre la fin du tome 4 et on mettra le coup de cœur à ce moment-là, sauf s'ils font une grosse horreur à laquelle on ne s'attend pas vraiment. C'est un demi-coup de cœur, si tu veux. Je coupe ce coup de cœur en deux, si tu veux l'autre moitié, eh ben, il va falloir que tu assures. Voilà. C'est pas mal comme technique. C'est 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 pas pas mal. mal. Toi, tu mets la pression sur les auteurs qui ont déjà fini leur boulot et qui le bouquin est juste en attente C'est ça. d'adaptation. Non, Oui, mais je en sais. même temps, s'ils ratent le 4, moi je les invite juste pour pouvoir les crever. Hein. Voilà. Ils ont la Ils pression. viendront à Aix, mais ils ne repartiront jamais. C'est ça. Pour le coup, tu vois, je fais une fausse Stormbringer et j'aspire vraiment leur âme, quoi. Puis tu vas avoir du monde à buter, hein, parce qu'ils sont pleins. C'est Bref, pas grave. Julien Blandel et Jean-Luc Cano au scénario, Robin Reich et Didier Poli, Julien Tello au dessin, Bastide, Reich, Bellarcé et Smulkowski à la couleur, chez Glénat pour 14,95€ chaque tome. Et c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à sur quoi on va jeter un œil maintenant, les gens, ou est-ce que je vais devoir encore improviser un truc à l'arrache? On Oh, peut si dire vous en voulez, fait, je peux improviser. c'est pas grave. Ah, j'ai eu quelqu'un qui disait qu'il voulait faire quelque chose. Thierry? Petit Isaac. Ouais, Isaac? si vous voulez, je peux improviser sur The Strain. Parce que ta femme en a parlé l'autre jour. Ah, qui oui, effectivement, j'aurais pu en parler aussi, vas-y. Parlons donc Ben de voilà. un œil sur Donc- The Strain. The Strain est donc une série qui est diffusée. Ah, tiens, c'est là que j'ai un trou de mémoire. Je sais plus parce que comme je Sur mélange Disney+. tout en ce moment, c'est Disney+. Disney+. Donc, The Strain, de quoi ça parle? Alors, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Ephraim Goodweather, qui est épidémiologiste, qui est appelé sur l'aéroport de New York, là, Kennedy, parce qu'il y a un Boeing qui a atterri, mais le problème, c'est que ça fait un peu avion fantôme. Toutes les lumières sont éteintes, les portes sont fermées, et donc il va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, tout le monde est mort. Il y a plus de 200 morts, sauf qu'ils n'ont pas du tout compris de quoi est-ce qu'ils étaient morts. Et il y a 4 survivants qui pourraient être une espèce d'épidémie, ou bref, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et le problème, c'est que ces 4 survivants vont finalement avoir un destin un petit peu particulier. Les morts aussi vont avoir un destin particulier, puisque certains de ces morts vont disparaître de la morgue. Et là, tout le monde se dit, ah ah, zombies. Okay. Et la cargaison de l'avion aussi va avoir des trucs bizarres. La cargaison de l'avion va elle aussi susciter beaucoup d'intérêt. Et puis, petit à petit, dans la ville, des gens tombent malades d'une infection un petit peu bizarre, avec des espèces de vers parasites, qui les transforment en... Et non, pas en zombies, en vampires. Plus précisément, ça s'appelle des Stray Boys. Et donc, le Goodweather et son équipe vont aller enquêter sur ces espèces de vampires zombies. On ne sait pas trop précisément ce que c'est dans un premier temps. Il y a un petit fou qui est laissé quelque temps. Ils vont se monter une petite équipe supplémentaire avec un dératiseur Disons, au bien début, balèze. Au début, il y a beaucoup de personnages, c'est du récit choral, c'est-à-dire que beaucoup des personnages font leur vie de leur côté, tu sais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que le dératiseur, au début, tu dis oui, bon, il est rigolo, mais... Bon, on a bien compris qu'il allait forcément se rapatrier dans... Oui, mais tu sais pas à quel point il va avoir un rôle important, en fait. C'est sûr. Mais bon, comme c'est un second couteau qui est extrêmement connu, on va reprendre la théorie des acteurs connus dans les séries ou dans les films, on sait qu'il va avoir forcément un rôle. Et on a une blonde hackeuse tatouée, ultra maquillée, qui a fait tomber qui a fait tomber Internet. Qui a fait tomber Internet pendant un moment. Le groupe, sachant qu'elle, voilà, elle a quand même une influence importante, puisque si l'épidémie va pouvoir se répandre dans la ville, ce n'est pas pour rien, c'est en grande partie à cause d'elle, puisqu'elle a été payée par un milliardaire, Eldridge Palmer, pour foutre en panne le système, puisqu'elle faisait partie d'un groupuscule de révolutionnaires. Elle a été payée pour faire ça. Sauf que ce Eldridge Palmer, du côté obscur,
il fait partie en fait de ce complot pour que ces petits vers, cette espèce de virus vampirique, on va dire ça comme ça, puisse se répandre dans la ville, voire dans le pays, voire sur le monde entier, pour déclencher une apocalypse. Et bien sûr, qui dit apocalypse, dit forcément nazi. Et oui, car nous avons aussi un vampire nazi. Le meilleur acteur de nazi du monde. Tout ça. Oui, c'est un très bon acteur. De nazi du monde. Richard Samet. Voilà, il joue dans Un village français et dans Inglourious Bastard, si vous voulez une idée. Il est très très bon. C'est un très bon nazi. C'est un excellent nazi. Et tout ça ne serait quand même rien si nous n'avions pas le petit vieux qui a la science infuse. Donc c'est l'arménien de service, Abraham Setrakian. L'arménien juif. Arménien juif qui a survécu à la Shoah, qui a été témoin de vampirisation, qui a déjà combattu tout au long de sa vie des vampires, il a perdu sa femme à l'occasion, ses enfants, etc. Bref. Et qui est joué par Rusard. Pépé la science qui est parmi nous. Donc voilà pour le pitch général de cette série. Maintenant, qu'en penser ? C'est un très bon divertissement. C'est créé par Guillermo del Toro. Et Chuck Hogan. Voilà, il y a plein d'ingrédients qui sont très sympathiques pour on parler de série popcorn. C'est une très bonne série popcorn. Ça reprend plein de codes, des zombies, des vampires, des monstres, des séries ou des films catastrophistes avec l'épidémie inenrayable, mais avec les scientifiques qui planchent dessus. On a un mélange des genres. Des acteurs qui sont assez inégaux, des doublages voix qui sont eux par contre parfaitement égaux puisqu'ils sont tous nuls, mais la série se laisse très agréablement regarder, on se fait happer, pas besoin de sortir le popcorn, mais on peut sortir aussi un paquet de bons becs ou une tablette de chocolat et ça se regarde comme ça pour le plaisir et ça marche vraiment plutôt bien, on a envie, on se laisse happer, on regarde les épisodes les uns à la suite des autres, on a envie de savoir où ça va. T'as vu les 4 saisons ? Je n'ai pas vu les 4 saisons, j'en suis à la 3, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Juste, ce qui est intéressant... J'ai fini la 3, j'ai commencé la 4. C'est que la 4, en gros, il y a une belle ellipse entre la 3 et la 4. Et la 4, qui est la dernière saison de la série, est très différente sur pas mal de points. Et très intéressante. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le mythe du vampire est traité de façon, je trouve, assez novatrice. C'est-à-dire qu'ils en parlent de façon très... scientifique. Voilà, il y a vraiment une étude scientifique de comment ça marche, de mystère scientifique, ils comprennent pas, mais ils étudient ça scientifiquement. Et je trouve que ça apporte son petit charme à la série, qui effectivement est plutôt sympa et qui part vraiment en plus, c'est la bonne époque pour regarder les petites épidémies qui commencent et qui sont pas grand chose et qui finissent en quelque chose de terrifiant et catastrophique. Voilà. C'est l'apocalypse. Parce que les vampires dans cette série, c'est un peu comme les Cylons. Ils ont un plan. Et à la fin, on nous le dit et on le comprend. Voilà. C'est la seule différence avec Battlestar Galactica. Toi, t'as tout fini ? Oui, j'ai tout fini. Voilà. Bref, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très prochainement pour un nouvel enregistrement improvisé. On vous avoue qu'au niveau régularité, c'est plus trop ça en ce moment parce que on fait ce qu'on peut. Vous avez droit à des canailles BD pour faire patienter un peu. Voilà. J'espère que ça aussi ça vous amuse. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus court que ces émissions de près d'1 heure et demie. Et pourtant, on a fait des efforts. Bref, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc très bientôt. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les infos, pour savoir où nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les internets, comme on disait avant. Et sur ce, je vous dis merci aussi à mes co-animateurs et à très bientôt. Ciao, ciao. Non, pas ciao, ciao. Bye. Merci. Ciao, à bientôt. Ah, ça me rassure. Salut. Et je peux monter le son lentement maintenant.